Depuis notre plus jeune âge, on nous a probablement inculqué une certaine vérité. Tout ce qui existe dans ce monde possède deux faces. La lumière et l'ombre, le bien et le mal, le yin et le yang. Même si tout ce qui nous entoure semble d'une immense diversité, en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il ne s'agit que des différentes formes d'une même dualité. Au football, au hockey, au basket ou au volley, il y a toujours deux équipes sur le terrain. Bien sûr, chacune compte de nombreux joueurs. Mais chaque joueur appartient forcément à l'une ou à l'autre. Il n'existe pas de troisième possibilité. Sur un ring de boxe aussi, ils ne sont que deux. Il est formellement interdit à une troisième personne de s'interposer. À moins, bien sûr, que vous ne soyez l'arbitre ou que vous ayez décidé de prêter main forte à l'un des deux. C'est la règle. Et si cette règle découlait du fonctionnement même du monde, comme si tout ce qui existe était condamné à appartenir à l'une des deux équipes. Bonjour à tous. Vous connaissez bien le concept du yin et du yang, n'est-ce pas ? Et l'idée selon laquelle toutes les particules élémentaires de l'univers se répartissent globalement entre fermions et bosons. Un troisième acteur serait-il toujours indésirable ? Eh bien, détrompez-vous. Bienvenue sur Perduchan. En réalité, tout est bien plus complexe et bien plus intéressant. Commençons sans attendre. Les loups solitaires et les fêtards. Nous distinguons les particules à l'aide de noms comme électrons, photons, quarks ou gluons. Mais les physiciens disposent aussi d'une autre manière de les classer, selon la façon dont elles interagissent avec leurs semblables. Et presque toutes les familles de particules que nous connaissons se répartissent entre deux grands groupes, les fermions et les bosons. Mais qu'est-ce qui les différencie exactement ? Leur caractère. Les fermions sont de véritables loups solitaires. Deux fermions identiques refusent catégoriquement de partager le même état, le même endroit ou le même rôle. Chacun veut sa propre place. Pas question d'accepter les copies, ni d'entendre « pousse-toi un peu, je veux me mettre ici aussi ». Leur seule réponse est « il n'y a pas de place pour toi ici ». Cette règle porte même un nom très sérieux, le principe d'exclusion de poli. On dirait le titre d'un film d'action, mais il s'agit en réalité d'une simple loi de l'espace personnel à l'échelle de l'univers. À première vue, le fait que des particules n'aiment pas être serrées les unes contre les autres ne paraît pas bien important. Quel rapport avec vous ? En réalité, le rapport pourrait difficilement être plus direct. C'est précisément grâce à cet entêtement que tout ce qui existe, y compris les êtres humains, peut exister. Pourquoi ne traversez-vous pas votre chaise pour tomber au sol ? Pourquoi un mur est-il solide ? Et pourquoi ne pouvez-vous pas le traverser comme un fantôme ? Et plus fondamentalement encore, pourquoi la chimie existe-t-elle ? Pourquoi existe-t-il de différentes matières ? Et pourquoi existez-vous vous-même ? Parce que les fermions qui vous constituent refusent tous de s'agglutiner au même point. Ils maintiennent leur formation défensive. Chacun occupe sa place et refuse obstinément de la céder. C'est cet entêtement qui permet à la matière d'avoir un volume, une forme, et de ne pas simplement s'effondrer sur elle-même. La solidité du monde, ce sont littéralement des milliards de particules qui refusent qu'on s'approche trop près d'elles. Et les bosons alors ? C'est exactement l'inverse. Ce sont des fêtards sociables qui adorent agir en groupe. Vous pouvez entasser autant de bosons que vous voulez dans le même état, ils n'en seront que plus contents. Plus on est de fous, plus on rit. Aucun besoin d'espace personnel. Ici, c'est plutôt « allez, tous ensemble, ouais !» Et là encore, ce n'est pas un détail insignifiant. Savez-vous ce qui se produit lorsqu'un grand nombre de particules de lumière se comportent exactement de la même façon et avancent parfaitement à l'unisson ? On obtient un laser. Ce fameux rayon laser capable de découper du métal ou de lire des codes barres. Si le laser fonctionne, c'est parce que les bosons adorent tout faire à l'unisson. On peut donc résumer la situation ainsi. Les fermions ressemblent aux passagers d'un ascenseur. Chacun occupe son petit coin et il est absolument hors de question que quelqu'un y vienne s'appuyer contre lui. Toute la matière en est constituée. Les bosons ressemblent plutôt au public d'un concert au moment du refrain. Tout le monde crie ensemble, parfaitement unis et visiblement ravis. Ce sont eux qui portent la lumière et toutes les forces de la nature. Sans exception, tout l'univers est constitué uniquement de ces deux équipes. Du moins, c'est ce que nous pensions jusqu'ici.
moins par moins, toute la loi de l'univers. Nous avons donc deux équipes aux caractères différents. Mais pourquoi exactement deux ? Pourquoi la nature n'a-t-elle pas autorisé une troisième, une quatrième ou une 10e équipe ? Pourquoi est-elle aussi catégorique ? Après tout, on peut difficilement accuser la nature de manquer d'imagination. De l'imagination, elle en a même à revendre. Et quelle imagination sophistiquée ! Regardez donc jusqu'où elle est allée. Bien sûr, elle est allée est une façon de parler. Imaginez deux particules absolument identiques. Deux jumelles impossibles à distinguer. Vous échangez alors leur position. Une fois l'échange effectué, observons ce qui est arrivé au système. Si absolument rien n'a changé et que tout est resté exactement comme avant, ce sont des bosons. Une réaction digne de grands fêtards. Mais si le système s'est inversé et que, pour parler le langage de la physique quantique, le signe de la fonction d'onde a changé, passant du plus au moins ou inversement, alors ce sont des fermions. Mathématiquement, cela revient à multiplier la fonction d'onde par 1 pour les bosons et par moins 1 pour les fermions. Mais une troisième possibilité pourrait-elle exister ? Pourrait-il se produire quelque chose qui ne soit ni le système n'a pas changé, ni le signe du système s'est inversé ? Pourrait-on multiplier la fonction d'onde par autre chose que 1 ou moins 1 ? Et là, la nature plisse malicieusement les yeux. Oui, c'est possible, mais à vous de deviner comment. Essayons donc de démêler cette idée particulièrement élaborée de la nature de la manière la plus simple possible. Commençons par le chemin le plus évident. Imaginez deux personnes debout avec un banc entre elles. Pour échanger leur place, elles peuvent contourner le banc par la gauche ou par la droite. Et dans un plan, ces deux trajets sont fondamentalement différents. Précisons tout de suite que, dans cette expérience, l'endroit où les particules finissent leur course n'est pas la seule chose qui compte. Dans le monde quantique, le trajet emprunté par un système pour atteindre un certain état a lui aussi une importance. Si l'on peut déformer continuellement un trajet pour le transformer en l'autre sans que des particules se croisent au même point, alors les physiciens considèrent ces trajets comme équivalents. Mais si c'est impossible, les deux trajets sont différents et la fonction d'onde peut elle aussi réagir différemment. Dans un plan, pour transformer l'un des trajets en l'autre, il faudra à un moment faire passer l'une des personnes à travers le corps de l'autre. Ce qui est impossible aussi bien dans notre monde macroscopique que dans le monde microscopique. La nature ne permet pas ce genre de tour de passe-passe. Dans un espace tridimensionnel, en revanche, on peut transformer un trajet passant par la gauche en un trajet passant par la droite, sans provoquer à aucun moment de collision frontale entre les particules. Comment ? Très simplement, il suffit de soulever l'une d'elles hors du plan, de la faire passer au-dessus de l'autre, puis de la redescendre de l'autre côté. Le trajet passant par la gauche devient ainsi celui passant par la droite, sans que personne ne traverse personne. Les mathématiciens disent que tous ces trajets appartiennent à une seule et même classe. Pour le dire plus simplement, ils sont équivalents. Mais si toutes les façons d'échanger les particules sont en réalité équivalentes, la nature ne dispose elle aussi que de deux façons de réagir à cet échange. La première consiste à faire comme si rien ne s'était passé. Les particules ont changé de place, mais le système reste identique. La fonction d'onde est multipliée par plus 1. Ce sont les bosons. La seconde réaction revient à dire « Je sais très bien que vous les avez intervertis ». Mais si tout semble identique de l'extérieur, à l'intérieur du monde quantique, le signe de la fonction d'onde change. Le plus devient moins. Ce sont les fermions. Et c'est tout. Il n'existe aucune troisième possibilité. Mais pourquoi une règle aussi stricte ? Il suffit d'échanger encore une fois les particules pour le comprendre. Après ce deuxième échange, elles reviennent à leur position initiale. Les échanger deux fois de suite revient donc à ne jamais les avoir touchées. Imaginez que vous échangiez deux fois votre place avec un ami. La première fois, vous changez effectivement de position. Mais après la seconde, vous vous retrouvez exactement là où vous étiez au départ. Le monde doit donc retrouver une configuration parfaitement identique à l'original. Par conséquent, ce mystérieux facteur appliqué à la fonction d'onde lors d'un échange doit obligatoirement redevenir égal à 1 après deux échanges. Il est multiplié par lui-même et revient à son point de départ. Et pour des particules ordinaires dans un espace tridimensionnel, seules deux possibilités satisfont cette condition.
être égal à plus 1 dès le départ. Ou être égal à moins 1, puisqu'une nouvelle multiplication redonnera là encore un résultat positif. Car moins multiplié par moins donne plus. Voilà toute cette étrange loi de la nature qui possède presque quelque chose de philosophique. Dans un monde tridimensionnel, toutes les particules ne peuvent jouer que dans l'une des deux équipes. Soit vous êtes un boson sociable, soit vous êtes un fermion obstinément individualiste. Il n'existe absolument aucune solution intermédiaire. À ce stade, on pourrait croire que nous avons perdu et que l'histoire s'arrête là. Le yin et le yang, la lumière et l'ombre, le plus et le moins. Mais nous n'allons tout de même pas abandonner aussi facilement, n'est-ce pas? Alors, que se passerait-il si nous retirions une dimension au monde? Si, au lieu d'un espace tridimensionnel, nous en faisions un plan presque parfaitement plat. Nous supprimerions alors cet échappatoire qui permet de soulever une particule vers le haut pour démêler cette trajectoire. Et il semblerait qu'à partir de là, la nature cesse de respecter ses règles habituelles. Ni boson, ni fermion. Voilà donc notre monde devenu plat. La direction vers le haut a disparu. Il ne reste que la longueur et la largeur, comme sur une feuille de papier parfaitement plane. Tout ce qui s'y trouve est comme collé à cette feuille. Dans le monde tridimensionnel, pour transformer un trajet passant par la gauche en un trajet passant par la droite, nous soulevions une particule hors du plan et la faisions passer au-dessus de l'autre. Mais à présent, où pourrions-nous la soulever? Le haut n'existe plus, on nous l'a retiré. Sur un plan, contourner son voisin par la gauche et le contourner par la droite constituent réellement deux trajets différents. Mieux encore, même deux échanges successifs ne peuvent plus être balayés d'un simple « elles sont revenues à leur place, donc oublions tout », comme si rien ne s'était passé. Dans un monde tridimensionnel, si deux particules sont échangées puis échangées une seconde fois, leurs trajectoires peuvent être progressivement simplifiées jusqu'à redevenir un état de repos ordinaire. Les particules retrouvent leur position initiale et toute trace de l'échange disparaît. Sur un plan, les particules reviennent certes elles aussi à leur point de départ après deux échanges, mais les trajectoires qu'elles ont décrites forment entre-temps une boucle complète, l'une tournant autour de l'autre. Impossible d'effacer cette boucle par une simple déformation continue de la trajectoire. Il faudrait pour cela faire passer une particule à travers l'autre, ce qui, comme nous venons de le voir, est impossible. On ne peut donc plus prétendre que rien ne s'est passé. Dès lors, le facteur par lequel la fonction d'onde est multipliée n'est plus condamné à être soit 1, soit moins 1. Il peut prendre n'importe quelle valeur. Toutes les valeurs possibles entre celles des bosons et des fermions. Une infinité de solutions intermédiaires apparaissent alors, là où le monde tridimensionnel les interdisait par principe. Voilà la troisième possibilité. Ou, pour être précis, non pas une troisième possibilité, mais une infinité de nouvelles possibilités. Les premiers à découvrir cet échappatoire furent les physiciens norvégiens John Leinas et Jan Mirheim en 1977. Dans leurs travaux, les équations faisaient apparaître quelque chose qui n'était ni un boson ni un fermion. Mais à l'époque, tout cela restait purement mathématique, une simple possibilité. Puis, en 1982, Frank Wilczek s'attaqua au problème. Il franchit une étape décisive en montrant comment de telles statistiques pouvaient apparaître dans des systèmes physiques et donna à ces objets le nom d'amion. Un nom dérivé du mot anglais « any » qui signifie « n'importe lequel ». Mais au fond, à quoi avons-nous affaire? Eh bien, pour reprendre notre comparaison de tout à l'heure, on pourrait la présenter ainsi. Le fermion est un individualiste très attaché à son espace personnel. C'est ma place, va voir ailleurs. Le boson fêtard, au contraire, n'a aucun problème à partager le même état que d'autres particules. Plus on est nombreux, mieux c'est. L'anion, lui, se comporte plutôt comme un philosophe pour qui l'historique des échanges lui-même a de l'importance. Ce qui compte pour lui, ce n'est pas seulement de savoir qui se retrouve où à la fin, mais aussi de quel côté chacun a contourné l'autre et combien de fois. Maintenant que nous avons fait un peu connaissance avec lui, il ne restait plus qu'à aplatir le monde et à obtenir des anions. Il aura fallu 43 ans aux physiciens pour y parvenir. De la première particule à l'infini. Heureusement, il n'a pas été nécessaire d'utiliser une bombe à hydrogène,
ni d'écraser notre univers tout entier. En refroidissant des matériaux particuliers jusqu'à une température proche du zéro absolu et en leur appliquant un puissant champ magnétique, les physiciens ont réussi à confiner les électrons à l'intérieur d'une couche extrêmement fine et plane. Pour les électrons, le monde devient alors pratiquement bidimensionnel et les ondulations collectives qui se forment dans ce plan commencent à se comporter comme des anions. Il faut bien comprendre que les anions ne sont pas des particules indépendantes voyageant librement dans l'univers, mais des ondes ou des tourbillons collectifs dans lesquels des milliards d'électrons se comportent comme un tout, autrement dit, des quasi-particules. Et en 2020, 2 équipes de chercheurs, suivant des approches différentes, ont enfin réussi à les prendre sur le fait. Des chercheurs français de l'École normale supérieure de Paris ont construit un collisionneur d'anions et ont littéralement fait entrer des anions en collision pour observer leur réaction. Des chercheurs américains ont utilisé un interféromètre pour faire tourner des anions les uns autour des autres et détecter leur empreinte quantique. Et les 2 méthodes ont donné la même réponse interdite. Ni plus 1, ni moins 1, mais 1/3. Ces anions étaient fermioniques à hauteur d'1/3. Vous pensez que les bizarreries s'arrêtent là? Pas du tout. Il existe des anions encore plus étranges. Ceux découverts en 2020 sont, en quelque sorte, encore relativement simples. Mais certains anions font de l'échange lui-même un événement majeur. On les appelle des anions non abéliens. Avec des particules ordinaires, l'ordre dans lequel on procède aux échanges n'a aucune importance. Le résultat reste le même. Avec les anions non abéliens, en revanche, l'ordre est essentiel. Échangez d'abord ces 2-là, puis ceux-là, et vous obtenez un certain résultat. Changez l'ordre des échanges, et le résultat change lui aussi. Le système se souvient de ce qui a été fait et dans quel ordre. Autrement dit, les particules conservent l'historique de leurs propres échanges. Et cette mémoire est inscrite dans l'ensemble du système, dans sa structure même. Chaque tour laisse derrière lui une trace impossible à effacer. Une telle mémoire est précisément ce dont rêvent les ordinateurs quantiques, car elle rend extrêmement difficile la destruction accidentelle de l'information. En 2023, une véritable percée a eu lieu. 2 équipes, celle de Google Quantum AI et celle réunissant Quantinuum et l'université Harvard, ont presque simultanément appris à contrôler ces anions non abéliens sur des processeurs quantiques. Une curiosité qui n'existait jusque-là que dans les équations est devenue un outil. Puis les découvertes se sont enchaînées comme si une digue venait de céder. 30 janvier 2025. 2 physiciens ont démontré mathématiquement, de manière rigoureuse, l'existence des paraparticules. Il ne s'agit pas d'anions, mais d'une voie entièrement différente. Une 3e façon de transgresser les règles grâce à sa structure mathématique plus profonde. Pendant un demi-siècle, on avait cru qu'une telle chose était impossible. Mais il s'est avéré qu'elle était parfaitement possible. Début 2026. Nouvelle surprise, les anions unidimensionnels. Des anions qui, par définition, ne devraient même pas pouvoir exister, puisqu'on peut se demander comment des particules situées sur une simple ligne pourraient bien se contourner. Il ne leur reste qu'à se traverser. Et pourtant, les physiciens ont montré qu'un tel passage à travers pouvait lui aussi fonctionner. Une nouvelle catégorie de particules sans précédent vient ainsi de voir le jour. Et elle en est déjà au stade où elle pourrait être détectée avec des équipements existants. Alors, qu'en pensez-vous? Les anions non abéliens, les paraparticules, les anions unidimensionnels. 4 coups portés à une règle que l'on considérait comme absolue depuis 100 ans. Et encore, ce ne sont que les phénomènes découverts jusqu'à aujourd'hui. La réalité s'est révélée bien plus riche que les règles auxquelles nous pensions qu'elle obéissait. Mais au fond, cela ne devrait pas nous surprendre. Chaque fois que nous avons cru avoir enfin reconstitué l'ensemble du tableau, l'horizon s'est encore éloigné. Et aujourd'hui, cet horizon s'est étendu jusqu'aux briques élémentaires qui façonnent la réalité, nous révélant qu'elle ne se divise pas en seulement 2 catégories. Combien y en a-t-il? Personne ne le sait encore. La physique est inachevée. Peut-être même ne le sera-t-elle jamais. Et peut-être continuerons-nous éternellement à sentir sur nous le regard malicieux de la nature. Ce qui signifie que nous ne risquons pas de manquer de sujets passionnants de sitôt. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez-la avec vos amis. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt et au revoir.